Donc nous sommes réunis aujourd'hui, mais on n'a pas tout à fait les intervenantes qui sont affichées pour des raisons, pour Ouria de problèmes de santé et pour Anna, elle est à l'étranger et a priori la visio ne pourra pas bien fonctionner. Néanmoins, Pascale Tumerel est ici, merci. Donc je vais te présenter tout de suite. Donc entrepreneuse qui a travaillé à la Commission européenne sur les questions de parité, qui y travaille encore et qui vient de publier un livre chez Actes Sud sur la responsabilité sociale des industries culturelles, mais justement dans la notion du rôle des femmes et la question de la parité aussi dans ces dynamiques culturelles. Pauline Bouty, qui est aussi qui est enseignante et qui est aussi vulgarisatrice sur la chaîne que vous connaissez peut-être, qui est La Mal Biaisée. Voilà, et donc ce soir, on doit aborder les questions des idées reçues sur le féminisme. Alors, la première question qu'on s'était dit qu'il était intéressant d'aborder, c'était... donc, ce que je vous propose, en fait, c'était qu'on puisse aborder toutes les trois les questions un peu d'idées reçues, un peu faciles. Et puis après, si vous avez des questions, on aura sûrement du temps pour pouvoir échanger avec grand plaisir. Donc, on essaiera de faire circuler le micro. La question qu'on s'est posée comme une évidence, c'était... il y a souvent cette idée que le féminisme actuel, c'est vraiment plus possible. Elles sont vraiment pénibles. Et c'était bien mieux avant. Et donc là, je me tourne vers toi et je te laisse la parole directement. Mais oui, parce que les féministes, c'est bien connu. Avant, c'était mieux. D'abord, avant, elles avaient des vraies choses à réclamer. C'est bien connu. Et puis aujourd'hui, elles sont violentes, elles sont vulgaires, etc. Bon, je ne vous cache rien, évidemment. Ce sont des idées reçues, tout ça. C'est lié à un biais cognitif qui s'appelle le biais passéiste, où on a l'impression que c'était mieux avant, systématiquement. On le voit dans beaucoup de choses. Mais surtout, c'est intéressant parce que ce genre de critique, en fait, on l'a toujours eu. Par exemple, lorsque les suffragettes, au début du XXe siècle, militaient pour le droit de vote en Angleterre, déjà à l'époque, on disait qu'elles étaient vulgaires, moches, violentes, etc. Donc, par exemple, le terme suffragette en lui-même est un terme péjoratif qui a été inventé par un journaliste antiféministe qui voulait nuire à l'image des militantes pour le droit de vote des femmes en rajoutant le suffixe « et », c'est suffragette en anglais, qui veut dire petit, en fait, petit, minable. Et ce terme a été repris après en retournement du stigmate comme identité pour les suffragettes les plus militantes et les plus violentes. On pense par exemple à Emmeline Pankhurst, qui était là vraiment le visage des suffragettes en Angleterre. Et pour info, elles étaient moins violentes, elles étaient mieux. À l'époque, elles mettaient des bombes dans les boîtes aux lettres. Bon, comme ça. Et elles ont brûlé la maison d'un ministre aussi. On n'appelle à rien du tout, je préfère le dire tout net. Non, on n'appelle à rien du tout, bien sûr. Hein. Mais bon, dire qu'à l'époque, elles étaient mieux et moins violentes, peut-être ce serait bien d'ouvrir un livre d'histoire. Voilà. Autre chose, c'est que cette critique, cette caricature des féministes, on la retrouve aujourd'hui dans certains médias, en particulier d'extrême droite. Donc, à l'époque, avait été inventé le terme suffragette. Aujourd'hui, c'est le terme féminazie, ou woke, ou SJW qu'on retrouve. Pour les femmes féministes, c'est souvent les féminazis, qui a été également repris pour le terme féminazgoul par les féministes, parce que féminazie, il y avait quand même un terme très très fort relatif à la Seconde Guerre mondiale et à une oppression très forte. Donc il a été détourné et retourné, encore une fois, pour le tournement du stigmate. Et les caricatures, on en voit beaucoup quand vous voyez les couvertures de Valeurs Actuelles, de Causeur, etc., montrant ces féministes moches, poilus, vraiment mal polies, etc. Et bien, savez-vous qu'il existe même des expositions et des livres spécialisés dans les caricatures qui se faisaient au début du XXe siècle sur les suffragettes, qui étaient moches, vulgaires, poilus, etc. Et puis que de toute façon, quand on devient féministe, c'est simplement qu'on n'a pas pu se marier. Évidemment. J'ai envie de dire, c'est marrant que ce soit toi qui dis ça, dont la chaîne s'appelle La Mal Biaisée, parce que c'est souvent aussi la connotation qu'il y a. Exactement. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai des gens qui ne comprennent pas. Alors, c'est bien mal biaisé, hein, rapport au biais cognitif, mais ça fait sourire. Souvent, on retient bien la chaîne, donc c'est bon, je le place plusieurs fois, comme ça, vous irez la voir. Bon, je publie pas beaucoup parce que j'ai pas le temps, je suis enseignante, je suis trop souvent en vacances. Mais pareil, le fait d'être mal baisé, pour le coup, pour une féministe, c'est toujours la critique.
Et encore une fois, avec un nom comme ça, je me permets de retourner le stigmate. Retourner le stigmate, c'est utiliser quelque chose qui était une insulte pour se le réapproprier et le revendiquer, pour ceux qui ne connaissaient pas le terme. Donc déjà, moi, c'est quelque chose qui est quand même ça, qui me vient assez naturellement de penser à l'histoire, à ce biais passéiste. Mais aujourd'hui, on lutte pour quoi, du coup? Parce qu'a priori, on n'a pas de raison de lutter, on est tous égaux. Peut-être que Pascal a une idée. Pascal, elle va nous expliquer à combien, en fait, cette histoire de quota et de parité, finalement, ça ne sert à rien, non? Bonsoir. Alors oui, parité. Quand moi j'étais jeune, j'observais la vie politique française et notamment il y avait beaucoup de débats à la télévision, il n'y avait que des hommes, à part Arlette Laguillet. Mais finalement, il n'y avait que des hommes en politique et j'ai pris conscience de ce que le féminisme signifiait, c'est-à-dire que prise de conscience individuelle ou collective de l'oppression des femmes et aussi de l'inégalité d'accès à la prise de décision. Et quand j'ai grandi, j'ai eu cette chance extraordinaire de participer à la préparation de la conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995. Et j'étais membre de la partie française du lobby européen des femmes, qu'on appelait la CLÉ, Coordination française du lobby européen des femmes. Et avant 1995, j'ai découvert l'action européenne en faveur de la parité, sujet qui n'existait pas en France. Et on avait beaucoup travaillé sur le rôle de l'Europe pour négocier les droits des femmes à Pékin. D'ailleurs, on n'était pas sûr de vouloir y aller à cause des conditions d'organisation de cette conférence, et puis aussi parce que c'était la Chine qui l'organisait. Et finalement, nous y sommes allés. À l'époque, en 1995, il y avait 15 pays dans l'Union européenne, et ça a été une expérience formidable, déjà pour voir la force dont on n'a pas conscience de l'Union européenne. C'est-à-dire, sans Union européenne, il n'y aurait toujours pas les droits de la sexualité ou du choix des femmes à choisir leur sexualité ou leur contraception dans les textes internationaux. Il y avait le statut de la petite fille aussi qui n'était pas évoqué. Il y a le fait que les droits humains des femmes soient des droits humains tout court. Donc tous ces sujets avaient été portés. Et le choc, donc d'une part, du point de vue de la Commission européenne, qui avait des programmes qui avaient favorisé la prise de conscience de ce concept, notamment par une déclaration d'Athènes en 92, où la France était représentée par Simone Veil, où ces mots commençaient à pénétrer dans le vocabulaire français, mais avec beaucoup de circonscriptions. Et en 1995, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les Chinois avaient mis les ONG à 60 km de Pékin, dans un vaste territoire où les tentes volaient parce qu'il y avait la tempête. Enfin, on était assez éparpillés. Et on essayait quand même de travailler ensemble. Et là, je suis allée dans la tente des Suédoises et qui racontaient qu'elles étaient mobilisées parce qu'il y avait eu les élections législatives en Suède en 1994 et que plus jamais ça n'arriverait. Alors plus jamais j'ai compris ce à quoi elle se référait, c'est-à-dire que 5 ans plus tôt, il y avait eu des élections législatives en Suède et qu'elles étaient passées de 38% à 33%. Et que là, en 1994, elles étaient enfin revenues à un score de 40%, et nous, on avait 5% de femmes à l'Assemblée nationale en France en 1995. Et ça a été un déclic extraordinaire. Je me suis dit, mais pourquoi elles y arrivent et pas nous ? Et c'est pour ça que ce concept de parité, il a été pour moi fondateur, parce que c'est la condition de la démocratie en réalité, puisque les femmes, c'est quand même la moitié du genre humain. Et que des démocraties sans femmes dans la prise de décision, en fait, on comprend pourquoi tous les sujets qui peuvent être liés aux violences faites aux femmes ou de non prise en compte de droits qui sont quand même assez ahurissants. Et là, je parlerai peut-être plus tard après, mais j'ai exploré le cas de la Suède comme un enfant qui a soif, et j'ai réalisé un documentaire où j'ai compris que en fait, cette parité, c'était pas non seulement bénéfique pour les femmes, mais c'était bénéfique pour la société tout entière, et notamment le rôle de la parentalité. Parce que Marguerite Yourcenar dit qu'elle est féministe, à condition que ça veuille bien dire que c'est promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais elle dit si être féministe, c'est copier le comportement des hommes et partir à 7h du matin avec un attaché case et revenir à 21h, je ne vois pas en quoi j'envie ce genre de vie. Et en fait, ce que j'ai appris avec la Suède, c'est que le fait qu'il y ait... donc, c'est un gouvernement paritaire, je parle des années 99, et qu'à l'Assemblée, il y avait plus de 40% de femmes,
Et c'était le fruit d'une volonté politique, c'est-à-dire que dès les années 1970, Olof Palme, qui était le célèbre Premier ministre suédois, avait mis l'égalité femmes-hommes dans son portefeuille, ce qui fait que toutes les politiques, que quelques sujets qu'ils soient, avaient cette... Il fallait comprendre quelles étaient les conséquences de la loi sur les femmes et sur les hommes. Et par conséquent, j'ai observé, en étudiant que, par exemple, la politique des transports, je ne sais pas si comment c'est le métro à Toulouse, à Paris, quand vous avez des enfants avec une poussette pour aller dans le métro, c'est juste impossible. C'est-à-dire qu'il y a le tourniquet, il y a le premier enfant qui part, il y a l'autre qui reste, il y a le tourniquet qui se referme. Et je me suis dit, quand même, qui a conçu ces systèmes de transport dans les métros ? Et ensuite, par exemple, tous les métros, vous avez ou une rampe ou un ascenseur. De même, dans les budgets affectés aux hôpitaux. Quand j'étais jeune, quand on faisait médecine, le métier qui était le plus glorieux, c'était la chirurgie, quand on choisissait les spécialités. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Les Suédois, le fait de cette instance paritaire dans les hôpitaux, ont plutôt misé sur la prévention. Parce qu'avant d'opérer, il valait mieux prévenir la maladie. Et ce sont des arbitrages qui sont liés au fait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les instances de décision. Et puis aussi, j'ai fait un documentaire sur le Parlement européen en 1999 que j'ai appelé une antichambre de la parité, parce que toujours en France, on était très en retard, et j'ai voulu observer ce que le fait d'avoir 33% de femmes au Parlement européen, qu'est-ce que ça changeait dans la hiérarchie des sujets traités. Et là, j'ai interviewé une Italienne qui était formidable, qui était à la Commission des affaires publiques, et qui expliquait qu'elle avait été, en 1994, elle avait un gros dossier sur le trafic des voitures volées. Et elle me disait, il y avait des Mercedes surtout, de toutes les couleurs. Et puis, en tout petit, à la fin du rapport, il y avait trafic des êtres humains. Alors elle a dit, comment ça se fait qu'il y a des pages sur les Mercedes et si peu sur les trafics des êtres humains ? Et on lui a dit, tu sais, c'est compliqué, le trafic des êtres humains, c'est tout un réseau de prostitution, d'esclavage, etc. Et elle a dit, non, il faut traiter le sujet, il faut comprendre pourquoi il y a ce sujet-là en Europe. Elle était à l'origine du premier rapport d'initiative au Parlement européen. Par ailleurs, il y avait une commissaire européenne, la commissaire Gradine, qui a lancé le premier programme STOP contre les violences faites aux femmes et les violences faites et les femmes qui étaient prises dans ces réseaux. Et elle raconte que le fait d'avoir ces programmes européens, en Italie, il y a une législation pour qualifier la traite des êtres humains de crime, ce qui a permis aux procureurs, en Italie, elle donne cet exemple, de mettre en prison les proxénètes qui avant n'étaient même pas inquiétés pour leur activité. Voilà, donc c'était ça qui m'a vraiment passionnée pendant des années. Et franchement, l'Union européenne a été à l'origine de ces programmes. Et le fait, bon, peut-être qu'il n'y avait que 15 pays à l'époque, mais ça a été une énergie, une dynamique, jusqu'à inscrire le principe de l'égalité femmes-hommes dans le traité d'Amsterdam en 1997. Mais c'est pour dire que ces luttes féministes, elles ont été menées sur un territoire qui était large, de plusieurs pays, et il y a eu un entraînement après dans les politiques nationales, et la France s'est mise à avoir des lois sur la parité pour que dans les élections, il y ait une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les candidatures de liste. Et donc, pour rappel, il y a bientôt des élections européennes. Donc l'Europe, c'est quand même vraiment important pour chaque pays. C'est important pour toute la Commission européenne pour des décisions à multiples, mais ça influe la politique de chaque pays. C'est vraiment important. Ouais. Et donc, je voulais peut-être rebondir dessus directement, oui, parce que ça m'a fait penser à autre chose. C'est que on dit toujours la parité, bon, c'est bien, c'est une bien belle chose, mais à quoi ça sert ? Tu nous l'as très bien expliqué. En politique, ça change le regard qu'on a sur les lois, sur comment on aménage les lieux de vie, j'ai plus le mot en français, je suis désolée, facilities, comment ? Non, facilities, c'est les lieux comme les mairies, les hôpitaux, les gares, etc. Les infrastructures, excusez-moi, j'avais plus le mot en français. Comment on aménage les infrastructures, tout ça, c'est parce qu'on a un regard qui est paritaire qu'on arrive à mieux les aménager. Mais on ne le retrouve pas uniquement en politique, on le retrouve également en sciences, puisque le problème de la représentation des femmes, en particulier dans la recherche, biaise cette recherche. C'est ce qu'on voit en particulier en médecine, puisqu'on a malheureusement des cohortes pour les essais médicaux qui ne comportent parfois que des hommes. Et c'est un vrai problème. Alors, pour certains médicaments, par exemple le Viagra, si on n'a que des hommes à la rigueur, bon, on peut le comprendre. Mais quand on traite sur des médicaments, par exemple sur le cœur, ou la prise en charge d'une crise cardiaque, ça ne va pas être les mêmes symptômes chez une femme et chez un homme. Et le manque de représentation féminine pose problème et biaise la recherche, biaise la médecine. C'est important. Et en plus, qu'est-ce qui fait qu'on a moins de femmes dans ces métiers-là, dans la recherche par exemple ? C'est très bête, mais faites un doctorat quand vous avez un enfant.
Honnêtement, moi j'ai fait mes études avec un enfant, c'est pas facile. Et souvent, c'est pas adapté parce que faut peut-être avoir une crèche à côté de l'université, il faut peut-être avoir des horaires qui sont plus acceptables. C'est très compliqué parce que encore aujourd'hui, la charge parentale repose en grande partie sur les femmes. C'est en train de changer, c'est lent, mais c'est en train de changer. Mais aujourd'hui, la grande majorité de la charge parentale, de la charge familiale, repose sur les femmes. Ce qui ralentit leur parcours d'études, leur métier, leur vie politique aussi, parce que pareil, j'ai pas d'affection particulière pour Madame Rachida Dati, mais quand elle a eu son enfant, on lui a reproché d'avoir un enfant, mais on lui a reproché aussi de revenir trop vite. Faudrait savoir. C'est deux poids, deux mesures, c'est-à-dire si elle a un enfant mais qu'elle revient dans 6 mois parce qu'elle veut allaiter son enfant pendant 6 mois, on va la retirer de la vie politique. Et en même temps, si elle revient trop tôt, c'est pas une bonne mère parce qu'elle reste pas assez avec son enfant. On a un réel problème à ce niveau-là. Donc vraiment, je pense que la parité, c'est très important au niveau politique et au niveau social globalement. Et c'est exactement le sujet du documentaire que j'ai appelé « Lorsque les femmes et les hommes gouvernent ensemble, le choix suédois ». Déjà, j'ai interviewé une femme archevêque à Stockholm. C'était en 1999, ce film. J'ai interviewé un parlementaire qui est devenu le Premier ministre, Frédéric Reinfeldt. Mais à l'époque, il était parlementaire. Il m'explique droit dans les yeux qu'en tant que parlementaire, il a travaillé. Il travaille qu'à mi-temps pour continuer à s'occuper de ses enfants et qu'il a arrêté de travailler pendant 6 mois parce qu'il me dit comment un politicien peut comprendre la vie de la cité s'il ne s'occupe pas de ses enfants. Donc en tant que Française en 99, je trouvais ça quand même assez merveilleux. J'ai aussi interviewé un banquier, donc le secteur privé aussi, et qui explique pareil, qui travaille 4 jours par semaine. Et déjà en 99, et ce n'était pas le Covid, ils travaillaient de chez eux. Et les hommes parlementaires et les hommes privés du secteur privé que j'ai interviewé disaient en fait, il y a une question de confiance dans l'entreprise parce que la parentalité est une ressource d'épanouissement déjà. Parce qu'en effet, si c'est pour confier les enfants de 8h du matin à 20h du soir, de courir, de refaire la double journée après, c'est pas du tout épanouissant. Donc là, la répartition, on a même eu un ministre que je voulais interviewer, malheureusement on était en retard, à 4h il a dit je suis désolé, mais à 4h je vais chercher mes enfants. Donc quand vous êtes français, ils avaient aboli les votes de nuit à l'Assemblée nationale suédoise, parce qu'ils disent c'est pas possible, un parent ne peut pas voter la nuit des lois s'il ne peut pas s'occuper de ses enfants. Et ça pour moi c'était magique. Et c'était une condition d'équilibre entre les couples, en effet. La dernière personne que j'interviewe dans le film, c'est la vice-présidente de l'Assemblée suédoise, et elle dit « J'ai 5 enfants, et si j'y arrive, c'est qu'avec mon mari, tous les 5 ans, on se dit qui a la priorité professionnelle, qui privilégie sa vie professionnelle ou pas. » Donc, je trouve que c'est assez fascinant, et c'est un équilibre pour tout le monde, et notamment, et je pense que c'est pour ça que le pouvoir politique est très important, et le fait qu'Olof Palme l'ait intégré dès les années 70. Et je trouve que ce ressort de l'équilibre, il n'est pas assez mis en avant aujourd'hui, parce que certes, les femmes ont de plus en plus accès à la prise de décision, que ce soit dans l'entreprise, mais elles ont toujours le poids quand même, principalement, d'aller chercher les enfants, de savoir s'il faut prendre rendez-vous avec l'orthodontiste, s'il faut acheter le cadeau pour le petit camarade, s'il faut inscrire l'aîné au sport parce que les inscriptions vont être closes après-demain. Enfin bon, c'est tout ça. Et franchement, c'est ça que la parité, pour moi, en Suède, a favorisé. Juste avant la transition, je voulais souligner à quel point aussi la parité, elle est importante pour les hommes. En fait, l'idée vraiment essentielle de cette histoire d'idées reçues sur le féminisme, c'est qu'il faut vraiment penser qu'en fait, le féminisme concerne évidemment aussi la qualité de vie des hommes, principalement parce que ça améliore aussi le partage. Oui, ça charge peut-être différemment le travail, mais ça leur permet quand même d'ouvrir le champ de connaissances et de participer à la vie de la famille différemment. Surtout si on se met à questionner les représentations sociales du genre. Et à ce moment-là, on a les hommes qui ont une présentation plus féminine, je mets ça entre énormes guillemets, mais qui ne sont pas grands, musclés, forts, etc. Repenser les codes du genre et la parité, ça permet aussi de changer les représentations qu'on peut avoir d'hommes. Mais là, après, je change un petit peu de sujet par rapport à la parité, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on ne rappelle pas assez souvent, mais oui, le féminisme, ça profite à tout le monde. Globalement, vous n'allez rien perdre à donner plus de droits et plus d'égalité aux gens, globalement. Mais c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur la double journée, la charge parentale, etc. Puisque aujourd'hui,
en France, statistiquement, avoir un enfant sera toujours négatif à la carrière des femmes, puisqu'elles vont avoir plus de mal à être embauchées si elles ont un risque de tomber enceinte. Elles vont avoir plus de mal à retrouver un emploi quand elles auront un enfant, parce que, vous comprenez, l'enfant risque d'être malade et vous allez être absente. Et du coup, ce n'est pas pratique pour l'entreprise. À l'inverse, un homme qui a un enfant aura plus facilement une augmentation, sera considéré comme plus stable et sera vu comme justement ayant une fibre paternelle comme plus responsable. Donc c'est intéressant de voir ça, qu'on a vraiment, dans les représentations qu'on a, même au milieu du travail, des choses qui sont encore à combattre. Parce que normalement, un enfant, on le fait à deux, on l'élève à deux, quand bien même on n'est plus en couple, la coparentalité, ça existe. Il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de se haïr quand on se sépare. Je vous jure, je le fais, c'est super bien. Et il était aussi question, quand on a évoqué la parentalité, pas du tout la parentalité, mais pourquoi pas la parité, des assignations de certains métiers. Donc, vous venez nous évoquer ça. Oui, parce que jusque-là, on parle de métiers au sens large, mais on parle de parité, d'inclure plus de femmes en politique, plus de femmes à des rôles de pouvoir, entre guillemets. Mais souvent, on va nous répondre, oui, mais regarde, il y a des métiers où il y a quasiment que des femmes. C'est bien que, de toute façon, naturellement, les femmes vont vers ces métiers-là. Quel métier va être plus facilement féminin ? Les infirmières, les puéricultrices, les nounous. Il va y avoir quoi ? Bizarrement, il ne va pas y avoir la restauration. Les femmes sont très peu représentées dans la restauration, parce que la restauration, quand on est payé, c'est un métier d'homme. Quand on le fait à la maison, c'est popote, c'est bobonne. Mais effectivement, il y a des métiers du care, du soin à la personne, qui vont être attribués à des femmes socialement, parce que les femmes sont censées avoir plus d'empathie, être plus douces, etc. Et ça, ce sont des constructions sociales qui, dès l'enfance, viennent, on va dire, polluer l'orientation de nos enfants, puisqu'on va naturellement dire à une femme, enfin une jeune fille qui veut aider les gens qui sont malades, tu peux devenir infirmière. Et un garçon va lui dire, tu peux devenir médecin. Et ça, c'est très important de penser à cette assignation. Souvent, on me répond, oui, mais nous, les hommes, on a des métiers plus dangereux. On est plus dans le bâtiment, on soulève des choses lourdes, etc. Alors, des femmes dans le bâtiment, il y en a, hein. Il n'y a aucun problème. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et pourquoi, justement, il y a moins de femmes dans les métiers technologiques ? Parce qu'on les en dissuade en particulier. Parce que, entre autres, se mettre en danger physiquement, ça veut dire quoi pour une femme ? Ça veut dire se mettre en danger de ne pas pouvoir se reproduire. Je vais donner un exemple qui est un peu particulier. À une époque, dans les sports olympiques, certains sports étaient interdits aux femmes. L'aviron en particulier était totalement interdit aux femmes parce que le mouvement de va-et-vient des rames était soi-disant potentiellement dangereux pour leur utérus. Oui, vous m'entendez bien. En gros, on interdisait aux femmes de faire un sport parce que quand même, il fallait qu'elles soient capables de produire des enfants. Donc on est toujours à réduire la femme à son rôle de mère, à réduire à son rôle de production d'enfants. Alors que bon, ça se trouve, elle ne veut même pas d'enfants. Mais bon, ça c'est une autre question, et les femmes qui ne veulent pas d'enfants, de toute façon, elles sont bizarres, c'est bien connu. Ça a changé quand même. Ça commence à changer, heureusement. Mais je pense que ça ne touche pas uniquement, c'est plus large que ça, c'est vraiment une position de domination aussi, parce que dans le livre que tu as la gentillesse d'évoquer, Réchauffement des esprits, la responsabilité des industries culturelles, j'étudie justement comment ce secteur des industries culturelles, qui est supposé être informel, égalitaire, doux, sympa, est très cruel et très asymétrique en termes de pouvoir. Il n'y a pas de femmes qui sont à la tête des grands groupes privés de cinéma, de musique, de presse, de jeux vidéo, de publicité. Et donc, dès qu'il y a du pouvoir, en fait, elles ont du mal à accéder. Et dans les métiers du cinéma, elles sont 11% des directeurs de photos, 26% des femmes réalisatrices, 10% des compositeurs de musique, 29% des scénaristes, 80% des maquilleuses ou des costumières. Il y a eu 3 palmes d'or accordées à des femmes en 78 ans. Il y a 10%, il y a moins de 4%, il y a 10% de femmes chefs d'orchestre. Et sur les programmations en France, dans tous les spectacles, il y a moins de 4% de chefs d'orchestre assignés à une institution musicale. Donc en fait, c'est un long travail. Et c'est pour ça que je pense que la parité permet, dans des commissions,
de recrutement de chefs d'orchestre, d'avoir une approche plus diversifiée et qui bénéficie non seulement aux hommes, mais à la société tout entière. Parce que le rôle modèle, finalement, on peut être chef d'orchestre quand on est une femme. Les chefs d'orchestre actuels, les plus connus, ont commencé par créer leur propre orchestre. Sinon, elles n'avaient pas de travail. En fait, elles n'étaient pas recrutées par les grandes formations musicales. Même l'orchestre de Vienne, sûrement vous l'écoutez le jour du 1er de l'an, le concert de l'an, c'est ça, ça s'appelle le concert du Nouvel An. Jusqu'à récemment, il n'y avait pas de femmes dans l'orchestre. Et je crois que c'est, comme ils invitent chaque année un nouveau chef d'orchestre, c'est un chef d'orchestre américain qui a posé la question de pourquoi il n'y a pas de femmes dans l'orchestre. C'était dans le règlement de l'orchestre philharmonique de Vienne. C'était écrit noir sur blanc. Et il a dit, dans ces conditions, je ne viens pas. Donc, pour qu'il vienne, on a mis une harpiste. Et puis maintenant, il y a un petit peu plus de femmes. Mais vous voyez, c'est quand même dans la construction que le chef d'orchestre, c'est celui ou celle qui commande et qui dirige je sais pas, un ensemble de personnes. Donc, l'autorité n'était pas vue comme étant féminine. Et donc, notre idée de ce soir, c'était justement ça, c'était de montrer à quel point, en fait, ces idées reçues sur le féminisme, comme quoi finalement, ça y est, on a avancé là, tout est réglé, et on prend bien la mesure au travers des échanges qu'on peut avoir, de combien il y a encore quand même vraiment à avancer en termes de prise de décision. Et de stéréotypes, parce que franchement, là, en faisant ce livre, j'ai étudié YouTube que je connaissais mal. Paraît-il que YouTube véhicule des vidéos encore plus misogynes que les autres. Oh oui. La publicité, je citais l'évoque une marque de voiture qui avait fait une pub. Alors, je crois qu'elle n'a pas été diffusée jusqu'au bout, mais moi, ça m'a tellement choquée. C'est une jeune femme très jolie, parce qu'évidemment, elles sont toujours très jeunes, très sexualisées, très jolies, qui gare sa voiture place des Victoires. Alors, en Paris, c'est en pleine place, donc vous imaginez déjà garer votre voiture en pleine place. Et puis, elle se rend compte qu'elle n'a pas payé sa contravention et qu'elle n'a rien pour écrire. Du coup, elle prend une serviette hygiénique et elle met en rouge à lèvres « Désolée, je reviens dans un quart d'heure ». Voilà. Et c'était votre voiture, vous voyez, je vois quoi, je ne me rappelle même plus de la bêtise. Mais c'est fou que ces images fonctionnent encore. Et il y a plein d'exemples. Et ça, il y a eu un questionnaire de la Haute Autorité sur l'égalité femmes-hommes qui dit que les jeunes garçons sont presque plus misogynes que les générations d'avant. Oui, il y a une recrudescence de l'antiféminisme et du masculinisme globalement à l'heure actuelle. Donc chez les hommes, en fait. Comment ? C'est préoccupant. En fait, les jeunes filles sont de plus en plus féministes, on va dire, et les jeunes garçons, une grande partie, quand ils sont antiféministes, sont vraiment très, très durement antiféministes. Et ça se voit globalement dans les classes. Moi qui suis enseignante, je le vois. C'est assez préoccupant, effectivement. Mais en plus, là, on se préoccupe surtout de l'Europe. On a beaucoup parlé de l'Europe, de la France. Moi, je vois une idée reçue qu'on voit beaucoup, c'est donc déjà, il n'y a plus rien à faire au niveau du féminisme. Ou sinon, s'il y a quelque chose à faire, ça va être que dans les pays, je mets entre très gros guillemets, sous-développés. Parce que là, ils ne savent pas. Et ça, c'est très intéressant déjà parce qu'on a ce discours de, en gros, on a des pays où il y a des choses à faire parce que, déjà, bonjour le racisme, on se pose là parce que ces pays-là, eux, ils n'ont pas avancé, nous, on a avancé. Surtout l'idée qu'on ne peut pas mener la lutte sur les deux fronts. C'est-à-dire que lutter pour la parité, lutter pour l'égalité femmes-hommes en France, en Europe, ça ne nous empêche pas de lutter contre l'excision dans des pays où c'est encore pratiqué, en fait, ou de lutter, je ne sais pas, contre les violences sexistes sexuelles en Corée, je ne sais pas. Je donne des exemples comme ça, mais ça ne nous empêche pas de militer sur plusieurs fronts, en fait. Ce n'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'on doit laisser faire ici. Et justement, là, pour le coup, le Parlement européen, le fait que c'est dès 1979, il y a une commission de femmes au Parlement, c'est eux qui avaient reçu... le commandant Massoud, qui avait fait la journée des femmes avec les burqas. Elles sont quand même très impliquées, enfin, même les hommes du Parlement européen, ils sont impliqués. Et c'est pour ça que quand on parle d'Europe, je trouve qu'on en parle assez mal. Bien sûr, tout ne fonctionne pas. Il y a des choses qui sont très lentes. C'est quand même 27 pays souverains qui sont ensemble, donc c'est déjà une première dans l'histoire de l'humanité. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est que... perdu le fil. Par rapport aux élections européennes, que je voulais dire, donc là, en ce moment, il y a 40% de femmes. Et c'est bête, c'était par rapport à ce que tu disais. Parler des pays où il y a d'autres choses qui se passent et quel est le rôle de l'Europe par rapport à tout ça. Écoute, j'ai perdu l'idée. T'as perdu le fil ? Ça va me revenir. Il est tard, c'est pour ça. Et moi, je vais revenir sur la notion
de représentativité. Et... Pardon. Oui, non, ce qui me revient quand tu parlais des autres pays, tout développés, c'est... Entre guillemets, sous-développés, entre très gros guillemets, s'il vous plaît. La Charte des droits fondamentaux européens, auxquels tous les pays souscrivent quand ils adhèrent à l'Union européenne, il y a l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, bon, déjà on a vu le problème avec l'avortement, qu'il y a des États où on marie les petites filles à 13 ans, comme la Californie. Qui le savait, ça? Qui le sait? Moi, je le sais, mais je suis triste, je suis prof d'anglais. Bon, un tiers. Donc, c'est quand même des conceptions sur le statut de la petite fille que j'évoquais au début, et sur l'idée que les droits des femmes sont des droits humains, et qu'une fille de 13 ans aux États-Unis, en Californie, peut être mariée de force parce qu'enceinte, donc du coup, le père ne peut pas être accusé d'avoir un acte de violence envers l'enfant. C'est quand même des concepts qui sont fondateurs d'une civilisation, enfin, je pense. Mais justement, quand on parlait des recrudescences antiféministes et masculinistes, on en parle en France qu'effectivement, on a des données, mais c'est quelque chose qui est très prégnant aux États-Unis, en particulier en ce moment. On voit les lois anti-avortement qui remontent, on voit beaucoup de choses, même les lois transphobes qui sortent, où vraiment il y a en particulier les jeunes filles trans qui sont quasiment poussées à des extrémités vraiment... Enfin, je ne sais pas comment dire ça sans moi-même me faire mal avec des mots, tellement c'est affreux la vie de certaines personnes dans des États du sud des États-Unis en particulier, que ce soit les femmes qui ont besoin d'avorter. J'ai vu il n'y a pas longtemps une caricature qui était extrêmement pertinente, où on voyait 3 cellules de prison avec The Woman, la femme qui a avorté, The Doctor, une femme médecin qui l'avait avorté, et une cellule vide pleine de toiles d'araignée avec marqué The Dad, ou The Man, ou The Rapist. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des femmes, des personnes qui se font violer, ou même qui tombent enceintes par accident simplement, qui se retrouvent en prison parce qu'elles ont simplement voulu contrôler en fait, leur corps. On a des personnes qui choisissent, qui aimeraient pouvoir choisir une transition de genre et qui se voient déjà harcelées, méprisées par la société et parfois poussées à des extrémités vraiment impensables. Ça arrive aussi en France malheureusement, mais vraiment on a ce retour en arrière qui fait vraiment peur aux États-Unis. Et d'ailleurs, ça fait extrêmement peur. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Je crois que c'est demain qu'il y a la conférence sur que se passe-t-il aux États-Unis en ce moment, et où je pense que ça parlera du retour de Trump qui a quand même gagné les primaires là. Donc on a potentiellement Trump qui redeviendra président aux prochaines élections, ce qui fait très peur. Potentiellement, on va rester sur le potentiel où il peut perdre. Je voulais dire par rapport à la notion de représentativité des femmes en sciences, et tu disais comment faire une thèse. C'est pas facile de faire comment faire des études longues, voilà. Globalement, quand on a un enfant. C'est mon cas. J'ai eu ma fille en faisant mon doctorat, et effectivement, c'était pas simple d'annoncer à ma directrice de thèse que j'étais enceinte, parce que la première réaction qu'elle a eue, alors que c'était une femme, c'était « Oh, mais alors tu vas pas pouvoir la faire en 3 ans ». Ben non, de fait, j'ai pris 1 an de plus, c'est pas grave, j'ai fait une jolie petite fille. Et par ailleurs, il y a l'idée aussi, comme tu véhiculais, que mon mari aussi, il était en thèse, mais lui, c'était génial qu'il devienne papa. C'est ça, la perception de la parenté, en fonction si on est un homme ou une femme. Voilà, elle a 18 ans, pas du tout. Ça fait longtemps. Mais néanmoins, en tout cas, l'idée aussi que je voulais transmettre, c'est que, ok, ça peut être compliqué et tout, mais c'est pas non plus un sacerdoce, c'est faisable. Enfin, on vit quand même dans un pays où on a des solutions, on peut réussir à... en l'occurrence, moi, j'exerçais en libéral, donc c'est possible. C'est pas impossible, en tout cas en France, mais ça pourrait être facilité davantage encore. Et par rapport aux femmes de science, je voulais citer ce petit jeu avant d'oublier qui a été créé. Vous pouvez l'acheter là-bas. Voilà, il par est super Petit bien. Grain de Femmes. C'est une association. Elle est intervenue ce matin. Céline, si j'écorche pas son nom. Et le jeu de cartes, en fait, consiste à faire connaître des femmes qui ont fait plein de découvertes. C'est historique, hein, il y a des femmes, il y en a certaines, vous les connaissez. Il n'y a pas que Marie Curie, quoi, je vous simplifie. À faire connaître donc la découverte et la femme scientifique qui a fait cette découverte. Et il est vendu 12 € parce qu'en fait, au bout de 3, ils en donnent un dans les écoles. Donc je le dis parce que moi, j'ai pas d'intérêt, j'en ai acheté un, mais c'est un chouette petit jeu. Ils vont faire le même sur les femmes en littérature et sur les femmes aussi en art. Et donc ça fait la boucle avec le livre que tu vas éditer, parce qu'en fait, cette problématique de la représentation
à la fois dans la création, dans les sciences, au même titre qu'un homme, c'est pas encore gagné. Enfin, même en sciences, on a encore ce fameux effet Mathilda, où si on écrit un article avec un homme, c'est l'homme qui va être cité plus que la femme. À moins que ce soit que des femmes, là on est tranquille. Mais voilà, donc bon, après c'est pas... on a des pays plus compliqués, hein, on est bien d'accord. Mais il y a encore vraiment du travail sur ces questions-là. Et je pense que ces idées reçues sur la parité, ça sert à rien. Et puis voilà, aujourd'hui ça ne fait plus déjà sens. Cette agressivité. Et surtout l'idée qu'il faut des instruments pour promouvoir les femmes. Donc ce serait les humilier. Ça veut dire qu'elles n'ont pas les compétences. Alors que, et ça c'est complètement faux, parce que ce soit dans les entreprises, dans les sphères publiques, je me souviens que j'avais calculé qu'en 95, il aurait fallu 100 ans par rapport aux 5% de femmes à l'Assemblée nationale pour qu'on atteigne, je sais pas, 35%. Donc à un moment, ça va bien. Les femmes sortent majoritaires des grandes écoles, elles sont surdiplômées et on ne les retrouve plus après au poste de direction. Donc il y a une vraie difficulté. Alors il y a eu une loi, la loi Copé-Zippermann de 2011, qui donc oblige les conseils d'administration à avoir au moins 40% de femmes. Et je vous assure, c'est heureusement qu'il y a cette loi, parce que je ne citerai pas son nom, mais il y a un grand président d'une très très grande société française qui m'avait dit, il y a prescription, mais cette loi, en fait, elle m'a bouleversée, parce que mon réflexe, quand je voulais un nouvel administrateur, j'appelais mon carnet d'adresses. J'appelais les gens que je connaissais, les hommes que je connaissais. Et en fait, je savais que c'était des hommes de qualité, mais on se cooptait comme ça. Et puis, on n'avait pas... Maintenant que je suis obligée de recruter des femmes que je ne connais pas, du coup, il y a des procédures beaucoup plus strictes. Elles passent devant tout le conseil, quelle est leur légitimité, ça. Et en fait, il a dit que ça donne une qualité de travail dans les conseils d'administration que je n'avais pas avant. Donc, ces lois, elles sont souvent mal vues, mais elles sont nécessaires. Moi, personnellement, là, ce qui me fait quand même bizarre, c'est d'entendre 40%, parce que ça devrait être 50%. Oui, mais attends, avant, il n'y avait rien. Donc, c'est 40%. C'est juste un truc... Et pareil pour la loi RIC 5, pour qu'il y ait 30% dans les conseils comités de direction ou dans les cadres dirigeants, parce qu'en fait, c'est toute une chaîne. Si on ne trouve pas les femmes dans les cadres dirigeants, on ne les trouve pas après dans les conseils d'administration. Donc, et quand on parle là où il y a peut-être une difficulté pour les femmes, c'est la capacité d'organiser des réseaux. Parce que les hommes se cooptent beaucoup, mais sans penser à mal, mais ils se cooptent beaucoup dans les réseaux. Et moi, j'ai découvert dans les entreprises le rôle du rugby. J'ai rien contre le rugby, mon mari adore le rugby, mais finalement... Attention, on est à Toulouse. Hein, oui, je sais, mais j'ai observé que les échanges de CV, vous êtes une femme, vous prenez bêtement la petite annonce et vous envoyez votre CV, mais en fait, beaucoup de choses se font après-match. Non, mais j'ai découvert ça. Et finalement, il y a des réseaux d'hommes qui sont... Il n'y a pas que le rugby, mais peut-être que les femmes, parce qu'elles sont plus enclines à rentrer après chez elles, donc elles sont moins actives dans des réseaux autres que familial ou professionnels, elles n'ont pas cet effet de réseau. Il y a même plus que ça, parce que le dire souvent, c'est si les femmes ne sont pas plus à des rôles de pouvoir, c'est sans doute qu'elles sont moins compétentes. Ou, après tout, à compétences égales, évidemment, on a tous la même chance d'être recrutés. C'est pas vrai, on le sait. Heureusement qu'il y a des lois qui sont passées pour forcer à employer plus de femmes, parce qu'en réalité, c'est pas vrai, et on le sait. Ce qui va se passer, c'est que il y a évidemment le cooptage, comme tu dis, mais il y a tout simplement une femme, elle risque d'être enceinte, une femme, elle s'occupe des enfants, donc elle risque d'être pas là, puis une femme, c'est pas forcément fiable, c'est pas forcément rationnel non plus, ça risque d'apporter du bisbille dans l'équipe. Moi, j'ai déjà eu le cas de quelqu'un qui disait ouais, j'aime pas quand il y a des femmes dans l'équipe parce que après ça fait des histoires. Alors, si les histoires c'est du harcèlement sexuel, c'est pas la femme le problème. Juste comme ça, au cas où. Mais oui, ça existe. Des endroits où moi je veux pas travailler dans des équipes de femmes parce que ça se tire tout le temps dans les pattes. Alors comme quoi les femmes seraient pareil, plus enclines à se tirer dans les pattes que les hommes, seraient plus à se crêper le chignon. Voilà, globalement ça c'est une construction, c'est pareil. Hein. C'est beaucoup lié au fait qu'on a incité les femmes à l'époque où elles ne travaillaient pas à être dans la compétition pour trouver le mari le plus mariable, le plus intéressant pour pouvoir subvenir à nos besoins, aux besoins de la famille, etc. Donc on a créé cette concurrence par le patriarcat. Et aujourd'hui, c'est resté dans la croyance populaire de les femmes vont se tirer dans les pattes, en fait. Sauf que c'est totalement faux. Ça ne s'observe pas, d'ailleurs.
Mais quand j'ai réalisé le film sur la Suède, une des réponses qui m'avait vraiment intéressée, c'est qu'un des patrons dit, écoutez, le congé maternité, c'est ce qu'il y a de plus facile à prévoir. En général, ça dure 9 mois, donc on sait quand ça arrive. Et c'est l'organisation du travail. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que nous, on était encore un peu hiérarchique. Il y a le N+2, le N+3, le N+4. Et en Suède, ils travaillent plus par projet. Donc, ils sont plusieurs sur un projet, de sorte que s'il y a un malade ou une personne qui prend un congé parental, parce que les hommes prennent leurs congés parentaux, l'organisation est plus facile et mieux et plus prévisible. Donc, c'est aussi une conception. Ah, pardon. Donc, ça prouve que l'organisation, la conception, elle vient dès le début. Et puis il y a le rôle modèle, hein, comme on disait tout à l'heure. Si vous ne représentez jamais des femmes à des postes de pouvoir, elles ne vont pas se dire qu'elles peuvent être à ces rôles de pouvoir. On a aussi beaucoup plus l'effet « Ah non, mais moi j'ai peur de ne pas être compétente chez les femmes que chez les hommes ». Les hommes vont surestimer leurs compétences alors que les femmes vont avoir tendance à les sous-estimer, globalement. Oui, voilà. Hein. Est-ce que... Bon, si vous avez des questions... On a essayé d'être le plus clair possible. Alors après, moi, j'ai été prévenue qu'il y a quelques heures, donc on a essayé de se débrouiller comme on a pu. Comment on fait avec le micro? Merci. On va essayer de privilégier les questions de femmes, si possible, après. Bonjour. Ma question, c'était, y a-t-il des passerelles entre le féminisme et la lutte pour le droit des enfants, et si oui, lesquelles? Alors peut-être que je réponds. Globalement, ça se positionne dans l'intersectionnalité pour la lutte pour les droits des enfants, c'est-à-dire globalement les droits des enfants et l'anti-adultisme, tu veux dire, ou les luttes contre les violences faites aux enfants? Les deux. Alors, contre l'adultisme, ça va être quelque chose qui est plutôt lié à l'intersectionnalité. C'est une lutte différente, mais qui est beaucoup menée par des femmes, toujours le rôle parental, et globalement, c'est beaucoup des collectifs plutôt vers le féminisme qui vont s'occuper de ça. Aujourd'hui, on a quand même des collectifs qui posent problème. Alors, on en a surtout un qui est connu, qui s'appelle les Mamans Louves, qui est un collectif d'extrême droite réactionnaire, qui, sous prétexte de vouloir protéger les enfants, militent entre autres contre, bien sûr ils sont homophobes, transphobes, tout ce qu'il faut. Faut surtout pas avoir le truc qui manque, hein, évidemment, faut tout cocher, mais surtout qui militent contre l'éducation à la sexualité. Donc c'est important de faire très attention à ça parce que globalement, de mon point de vue, si on veut lutter efficacement contre les discriminations que subissent les enfants, contre les violences que subissent les enfants, ça ne peut pas être détaché du féminisme et de la lutte pour les droits de toutes les minorités, en fait. Oui, ça marche. Moi, c'était à propos de ce que vous avez dit sur le fait que les jeunes aujourd'hui, que les filles étaient plutôt très féministes, là où les garçons qui ne l'étaient pas étaient plutôt très antiféministes. Et justement, je me demandais comment, en tant qu'enseignante et juste en tant qu'adulte qui est au contact avec des ados, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour aborder ces sujets-là? Parce que moi, j'avais l'impression, par exemple, que quand j'étais ado, c'est plus des sujets qui n'étaient pas abordés. Et du coup, dès qu'on avait des ressources ou des trucs comme ça, c'était un peu nouveau et tout le monde s'y intéressait ou avait une opinion ou quoi. Mais enfin... Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes, ils ont déjà toute cette espèce d'entourage avec Instagram, etc. Ils connaissent les mots, féminisme, machin. Ils ont déjà entendu tout ça. Ils ont déjà un peu une idée de ce que c'est. Donc j'ai l'impression que c'est un truc hyper différent. C'est que là où... moi, j'aurais tendance à dire « Ah oui, les jeunes, il faut qu'on leur parle de ce thème. » Et en fait, on leur parle et on se rend compte qu'ils ont déjà entendu parler de ce thème, qu'ils ont déjà une opinion sur ce thème et que des fois, cette opinion, elle est hyper des fois, il faut la déconstruire, hein. Voilà, et justement, je me dis comment on peut... je sais pas s'il y a une théorie claire et précise sur comment faire ou si c'est juste genre vos impressions en tant qu'enseignante. Alors, je vais passer très rapidement sur les réseaux sociaux et les garçons qui ont tendance à être antiféministes. Il y a tout un mouvement masculiniste qui se trouve sur les réseaux, sur TikTok, etc. On pense tous à Andrew Tate, qui est
le dieu des masculinistes à l'heure actuelle et qui inspire énormément les jeunes garçons puisqu'il représente cette masculinité très forte, très virile, etc. et qui véhicule des idées extrêmement antiféministes, extrêmement homophobes au passage. Donc l'influence des réseaux sociaux est très forte de ce point de vue-là. Du côté, au contraire, des contenus féministes, il en existe, mais en réalité, à part les élèves qui vraiment s'y intéressent, moi, on ne parle pas trop de ces contenus-là, mais ils sont au courant. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui sont très militants. Alors, en général, ça se voit tout de suite. Hein. Un ou une élève qui est très militante, pro-LGBT, pro-féministe, ça se voit tout de suite. En particulier parce qu'aujourd'hui, au cycle terminal, c'est-à-dire première terminale, la question des discriminations est au... Alors moi, je suis professeure d'anglais, est au programme d'anglais, en fait. Donc, c'est très large, les programmes. Donc, les discriminations, ça peut être lié au handicap, lié aux thématiques LGBT, lié au racisme, etc. Et nous, on est libre en tant que professeur de choisir quel sujet exactement on veut travailler dans ces discriminations. Je sais que beaucoup de collègues ne sont pas à l'aise de travailler certains sujets. Les questions féministes sont très travaillées en anglais parce que les suffragettes, c'est très sympa à travailler, qu'on a toute la formation basique en fac sur l'histoire du vote des femmes. Les thématiques LGBT peuvent être plus compliquées à aborder. Thématique raciste, ou avant, quand on parle de la ségrégation raciale aux États-Unis, c'est des sujets que les collègues aiment beaucoup aborder. Moi, je sais que féminisme et thématique LGBT récente, c'est des sujets qui sont difficiles à aborder. On a un manuel, je ne fais pas de pub, je n'ai pas d'action chez qui que ce soit. On a un manuel, c'est Sparks, pour les premières, je crois, qui a... je crois que c'est Olivia, l'extrait du livre, bref, qui a un texte extrêmement intéressant du point de vue féminisme et également de la transidentité, puisque c'est l'histoire d'un homme qui un jour se réveille et il est devenu femme. Et il se pose plein de questions sur son genre, sur sa place dans la société, etc. Et je sais que ce texte-là, dans certains établissements où ils ont ce manuel-là, il y a des professeurs qui ne veulent pas l'aborder. Parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, parce qu'on a parfois des élèves qui réagissent mal. Et je pense que notre travail de professeur, c'est d'être médiateur, d'expliquer également qu'il y a certains discours qu'on ne peut pas avoir en classe. Moi, j'ai eu le cas, pas dans mon cours à moi, mais dans une de mes classes, ma collègue d'histoire a eu le problème d'une élève qui a eu des propos homophobes et qui assumait d'être homophobe. Mais vraiment, qui lui a dit, moi je suis homophobe, j'assume. C'est comme ça. Il faut aussi dire que certains discours, tu as le droit d'avoir ton opinion, on est libre de penser ce qu'on veut, par contre on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Donc il faut expliquer aussi que la liberté d'expression, elle est limitée, et que le discours de haine, on ne peut pas le dire comme ça en public dans une classe. Donc c'est vraiment ce travail de médiation qui est important, ne pas éviter certains textes, certains sujets, ne pas éviter certaines questions aussi, parce qu'on a des élèves qui posent des questions, et il faut savoir répondre. Et je suis désolée, il y a d'autres questions, donc je pourrais continuer pendant 2 heures, mais en plus, il y a des choses derrière nous. Excuse-moi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut me faire un signe? Je ne vois pas très bien. Excuse-moi, voilà. Pardon. Du coup, sur le thème des idées reçues, moi, je voudrais intervenir. Alors, ça, vous l'avez un peu dit avec les mamans loups, mais le féminisme, c'est pas une seule et même idée. Il y a plusieurs mouvements. Il y a le mouvement intersectionnel qui est plutôt ancré à gauche, le mouvement féministe libéral, où vous, Madame Tumeret, parliez un peu sur votre déprobation par rapport à la logique de la girl boss, qui fait aussi bien que les hommes, d'après ce que j'ai compris, à part si je l'ai mal compris. Et il y a aussi tout ce qui est extrême droite. Girl boss, c'est celle qui, ce que tu disais quand tu étais Yourcenar, qui disait si c'est quitter voilà. C'est pour ça je fais la traduction. Pardon. Et donc plutôt à l'extrême droite aussi le collectif, on a dit les Mamoulou, mais aussi les communistes Némésis, qui ont refait les tradwives. Hein. Oui, les tradwives, qui se sont fait aussi bien connaître sur la manifestation du 8 mars. En donnant en surfant un peu sur excusez-moi pour le trigger, mais les viols des
des femmes israéliennes par le Hamas en disant que ceux qui défendent le Hamas, ils vont se faire violer. Donc ça inclut aussi la LGBTI. Dans un autre... Pour moi, alors je vais te couper parce que je vois très Pardon. bien. Moi, est-ce que vous pouvez poser votre question? Moi, ce que je voudrais surtout savoir, c'est, c'était surtout pour dire pourquoi c'est, comment dire, C'est courant. ces courants ne sont pas assez. On a l'impression que tous les féministes veulent la même chose, alors que pas vraiment, et que c'est pas assez représenté. Alors, parce que globalement, je vais faire très court, il y a le féminisme qui défend les droits des femmes, et il y a les courants qui utilisent le féminisme comme une excuse, en fait. Parce que globalement, si vous utilisez des viols qui ont été perpétrés sur des femmes pour donner une idéologie politique lors d'un conflit qui est bien plus complexe que ça, c'est juste de l'instrumentalisation, en fait. Donc pour ma part, j'aurais tendance à dire que les courants d'extrême droite qui se disent féministes ne le sont pas. C'est une instrumentalisation. Je serais assez radical. Autant on peut parler de tout ce qui est libéral, intersectionnel, antiraciste, etc. Effectivement, c'est des courants différents. Les courants pro-sexe, les courants... voilà. Globalement, il y a des courants différents au sein du féminisme. Par contre, les féministes d'extrême droite, c'est systématiquement de l'instrumentalisation. Et là, je suis très radicale là-dessus. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, toi ? Non, moi, je pensais que ça n'a jamais été un seul courant. De toute façon, il y a toujours eu à Pékin, par exemple, pour revenir pour cette expérience, on avait contre nous les Saoudiennes qui expliquaient qu'elles étaient très libres. Donc nous, on avait des photocopies noir et blanc européens, on n'avait pas trop d'argent. Elles avaient des livres traduits en 7 langues en couleur. On avait le Vatican, on avait le Sénat américain contre nous. Donc il y a eu toujours qui n'avaient pas la même définition du féminisme. Mais c'est peut-être pas... Après, comme tu dis, le but, c'est les droits des femmes. Les droits des femmes sont des droits humains. Et l'égalité, la dignité de ces droits, c'est ce qui doit primer, à mon sens, dans tous Spoiler, les femmes sont des humains. Oui, non, mais tu rigoles, mais c'est pas acquis pour tout le monde. Hein. On le voit bien d'ailleurs dans certains pays. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est qu'en Afghanistan, franchement, c'est un sujet. Quand je pense que ces femmes sont réduites à des objets couverts de toile et qu'elles n'ont aucune existence humaine, en fait. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'attriste tous les jours. Alors, on a une question encore là-bas. Ma question elle est pour vous, Pascal. Pourquoi présenter les luttes féministes sous un angle girl boss, un angle plutôt libéral? Pourquoi dire que le féminisme c'est dû à l'Union européenne, ou le féminisme c'est quand il y a de la parité dans les entreprises, dans les institutions, quand en fait le féminisme on pourrait voir qu'il était apporté par les grèves des pennes sardines, les grèves de la FN. Pourquoi penser que la représentation féministe à des postes de pouvoir a quoi que ce soit, en quoi que ce soit une avancée pour les femmes? Par exemple, l'élection de Marine Le Pen serait-elle une avancée pour les femmes? La prise de poste de Attal est-elle un gain de droit pour les homosexuels? Et surtout, pourquoi penser que les hommes n'ont rien à perdre du féminisme, qu'en fait les hommes ont tout à perdre du féminisme, c'est-à-dire l'exploitation économique des femmes? D'ailleurs, moi, j'ai quand même beaucoup de... Je réduis pas les hommes à la catégorie que vous décrivez. Moi, je pense que justement, on a besoin des hommes et des femmes pour construire un modèle humain ensemble. Donc, la parité, c'est cet élan qu'ensemble, on peut prendre les décisions qui affectent la société tout entière. Donc, c'est simple. Et que cette parité, elle est le fondement d'une démocratie véritable. Moi, j'apprenais que le suffrage universel, quand j'étais étudiante, c'était 1848. En fait, c'était un suffrage universel masculin. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc, je pense qu'il faut aussi revenir beaucoup à l'histoire, parce que l'histoire, elle est très riche d'enseignements, même pour les jeunes générations, en fait. Parce que quand on y réalise, moi, quand je fais faire travailler mes étudiants sur la place des femmes dans le cinéma, et qu'ils découvrent qu'Alice Guy a été la première réalisatrice, mais que personne ne la connaît, et que tout le monde connaît les Frères Lumière, ils se posent des questions. Donc, en fait, la construction par l'éducation, par la formation, par l'histoire, et puis par ce concept de parité qui, je trouve, pour moi, permet d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée des prises de décision. C'est mon avis, je ne dis pas qu'il est bon, mais je pense que si les talibans avaient une parité, ce ne serait peut-être pas la même chose pour le sort des femmes.
La dernière question, avant qu'on s'arrête. Alors moi, j'ai juste une question. Vous avez évoqué une idée reçue assez commune sur l'idée qu'il n'y a plus rien à faire côté féminisme, que c'est bon, on a tout gagné. La question, c'est comment des femmes peuvent encore le croire et pourquoi cette idée se diffuse aussi facilement ? Je pense que comment des femmes peuvent le croire surtout, on est tous des produits de la société. La société nous vend ce discours-là depuis très très longtemps. On l'entend sur les canaux de médias mainstream tous les jours. Je veux dire, le discours antiféministe est omniprésent autour de nous. Le discours qu'on peut avoir dans nos familles joue beaucoup. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de passer à côté de ces idées reçues. Donc quand on est élevé dedans, on ne peut pas ne pas y croire. Et c'est une déconstruction qu'on doit tous et toutes faire à un moment donné. Il y a heureusement aujourd'hui des enfants qui sont élevés dans des familles et des milieux féministes, pro-féministes, pro-LGBT, voilà. Mais même si leur famille est ainsi, le monde extérieur existe. Nos enfants ne sont pas élevés que par nous, mais par toute une société. Et forcément, à un moment donné à l'école, ils vont entendre des discours comme ça, ils vont voir à la télé des personnes qui ont l'air très sérieuses et très sûres d'elles qui affirment ça. C'est très dur de déconstruire tout ça. Mais effectivement, il y a des femmes qui pensent ça. Et puis il y a des gens qui, globalement, même des femmes, qui pensent que leur place est à la maison, en fait. C'est le principe des tradwives dont on parlait, les femmes traditionnelles qui, du coup, militent pour retourner s'occuper des enfants à la maison. Moi, en tant que féministe, je dis si c'est leur choix à elles, si elles ont envie de s'occuper, voilà, c'est leur choix, qu'elles le fassent. C'est pas mon choix à moi, et ce que je veux, c'est surtout qu'on ne me l'impose pas. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est qu'on soit tous libres de pouvoir faire ses choix. Je rappelle le réchauffement des esprits qu'on va pouvoir acheter ici, et puis tu interviens demain encore pour présenter le livre, et le petit jeu de cartes sur les femmes scientifiques. Voilà, merci beaucoup de votre présence, de vos questions. On a du travail.